Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 121. Et dans cette chronique, je vais tâcher de faire un bref historique, sorte de patchwork un peu bricolé de la politique aujourd'hui que nous promet Emmanuel Macron, président de la République française. Et nous voyons, je dirais, chaque jour un peu mieux de quel néolibéralisme Emmanuel Macron est le nom. Aujourd'hui, la crise des Gilets jaunes et leur révolte spontanée, chère à Georges Sorel, a acculé le gouvernement à une certaine forme de néolibéralisme autoritaire, niant l'aspect délibératif de la démocratie. Soit dit en passant, Macron récupère finalement au fond les affres d'une politique de gestion de Hollande, qui lui-même fut, je dirais, le continuateur non zélé et tranquille, rappelez-vous la force tranquille de Mitterrand, de la politique de Sarkozy, qui lui-même, je dirais, depuis Chirac, Jospin, Mitterrand et Giscard, ont amené la barque, bien entendu, dans le libéralisme, en dehors des 2 ans de socialisme, bien entendu, à partir des années 80. Bon, ceci étant, aujourd'hui, nous pouvons constater que finalement, au fond, ce néolibéralisme, qui devient de plus en plus, je dirais, agressif, puisqu'il, étrangement, je dirais, a des ressemblances, des aspects, mais je dirais pas en totalité, à certaines politiques de stratégie qu'on pourrait appeler d'un choc, puisque ne pouvant apporter une alternative, et que ce gouvernement s'est engagé auprès de la Commission européenne de mettre en place coûte que coûte les réformes, et c'est une des raisons pourquoi euh, il ne peut pas faire machine arrière, et finalement, cela a pour conséquence, bien entendu, je dirais, euh, d'être réduite à la domination, je dirais, d'une majorité institutionnelle. Bien entendu, au service d'un combat de classe en faveur du grand capital, et il est porté par une couche sociale, la technofinance, et il nous appartient de faire, je dirais, clarté sur l'opération de brouillage qui prétend que nous aurions là des salariés juste un peu plus de cadres que les autres. Et effectivement, si on observe d'une façon plus précise, on veut clarifier la situation, l'agenda pour l'emploi et le code du travail, la vie nous montre qu'il doit reposer sur 3 piliers principaux. Tout d'abord, le premier pilier, donc des pouvoirs, sur ces milliards actuellement à disposition du grand patronat, richesses créées par les salariés, milliards bien entendu avancés par les banques sur la base des dépôts, je dirais, des salariés ou de la création monétaire publique de la BCE. Aide publique innombrable s'il en est, des pouvoirs à la fois pour les salariés et pour la vraie société civile, ce qu'on qualifierait la société citoyenne, à travers les élus, en faveur de l'emploi, d'un autre investissement et contre, bien entendu, l'évasion fiscale. Le second, la formation en grand, le développement des capacités, et tous, leur emploi de qualité, leur salaire, les qualifications,
Et le troisième, la fin de l'austérité pour stimuler la demande et pour développer les services publics. Alors, 3 chiffres de l'INSEE qui viennent confirmer cela, puisque le taux de marge des entreprises non financières n'a jamais été aussi élevé depuis 2018. Je vous invite à étudier les tableaux effectués par l'INSEE, l'OCDE et l'INED. Bon, les entreprises désignent l'indisponibilité d'une main-d'œuvre compétente et l'incertitude de la situation économique comme au premier frein à l'embauche pour 27% et je dirais 28% d'entre elles, et la consommation des ménages et des administrations reste à tonnes. Bon. Alors, bien entendu, le besoin d'alternatives se fait sentir. Mardi, bien entendu, est conditionné par l'actualité du projet de sécurité, d'emploi et de formation, avec le premier pas radical que représente l'adoption de la loi déposée par Chassaigne durant la campagne présidentielle. Elle fait ici, je dirais, l'objet d'une table ronde stimulante. Alors, bien entendu, l'analyse, ce n'est pas seulement l'avis et les opinions des entreprises qui nous ont, je dirais, amenés à formuler cette fameuse, je dirais, SF, mais ce sont les luttes et l'analyse marxiste avec ses développements par Paul Bocara, que je cite souvent, sur le CME et la crise et les critères de gestion des entreprises. La révolution informationnelle, puisque nous sommes aujourd'hui dans une sorte de révolution informationnelle, le crédit jusqu'aux questions d'une civilisation commune, intégrée à toute l'humanité, la théorie néoclassique, s'est aussi développée pour conforter, je dirais, le marché, le capitalisme spéculatif, comme indépassable pour le bien commun, comme l'énonce, je dirais, le prix Nobel d'économie, Jean Tirole. Bon, je pourrais revenir sur ces thèses de Jean Tirole concernant l'économie. Bien entendu, le monde actuel n'a jamais été, je dirais, en apparence, aussi interdépendant. Pourtant, on peut constater effectivement que la rapide intégration des marchés financiers et la croissance du commerce transnational ne sont pas accompagnés d'un développement analogue dans les institutions souveraines, politiques et sociales. Bon, ça c'est un fait qu'on ne peut pas, je dirais, contester. Maintenant, il faut aussi clarifier, je dirais, les périls. Périls, bien entendu, économiques derrière l'éclaircie conjoncturelle et les paris macroniens, les périls politiques derrière les nationalismes et les souffrances dues à la mondialisation capitaliste. Et oui, c'est une réalité clarifiée pour ne pas couper de façon mortifère le projet et les propositions précises d'économie politique, d'aspiration à l'épanouissement de soi, et à se construire sa vie, je dirais, une relation écologique avec la nature, en cohérence, avec également les luttes sociales pour l'emploi, pour un autre travail, une autre production contre la finance, à ne pas couper ce que j'appelle domination et exploitation. Alors, je vais m'engager effectivement sur une clarification. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que la politique de Milton Friedman est totale. La politique de Keynes a, je dirais, échoué ou a été sabotée. Plutôt le terme d'un sabotage. Puisque Milton Friedman a su aiguiser les appétits, a su donner, je dirais, à l'économie nouvelle une forme injuste de gestion, élaborant une oligarchie avec une multitude de petites mains obéissant à cette première. Milton Friedman, soutenez-vous, maître de la pensée de l'économie mondiale, aujourd'hui pensait que dans sa
théorie qu'il fallait appliquer des mesures violentes pour changer le mode de culture et le mode de fonctionnement économique dans la société. C'est ce qui, bien entendu, s'est passé dans les années 80 avec Margaret Thatcher concernant la grève des mineurs qui, me semble-t-il, a duré 1 an, à vérifier, et qui, sentant le peuple gronder, a su détourner au nom d'une unité chauvine et patriotique concernant le conflit des Malouines. N'oublions pas, bien entendu, la découpe en taille du service public, la destruction du rail, la mise au pas et à la privatisation des télécommunications, et la liste serait longue et fastidieuse. Nous avions également en France politique libérale un peu plus soft, un peu plus, je dirais, un peu plus calme, un peu plus douce, que fut la politique de Georges Pompidou et également de Valéry Giscard d'Estaing pour, je dirais, donner des gages aux banques extérieures, j'en veux pour preuve la loi de 73, permettant effectivement à la France d'emprunter sur des marchés et de ne plus pouvoir emprunter à sa propre banque nationale. Bon, là n'est pas l'intérêt, je parle encore une fois de théorie pour qu'on comprenne bien, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on appelle cette dénomination d'une politique violente, non négociable, quitte à y mettre, je dirais, les forces de l'ordre et les forces armées contre une révolte spontanée. Et effectivement, cette politique est en train d'être réintroduite et pouvant s'appliquer à l'économie afin que la société accepte une forme plus dérégulée d'un capitalisme financier ou financiarisé. Bien entendu, cela s'est traduit également, plus précisément, puisque on peut considérer que, je dirais, la première chape de plomb fut la crise de 1929, le fameux krach boursier, et dont effectivement de nombreux travailleurs se sont retrouvés au chômage. Je vous invite à regarder avec plaisir les films de Charlie Chaplin concernant cette crise de 29, puisque Chaplin y décrit le mécanisme de la société dans les temps modernes, de la pauvreté dans le Kid, et également, je dirais, dans d'autres œuvres qu'il a pu mettre en scène au cinématographique. Bon, Chaplin, qui à mon sens était un génie dans son domaine, lui aussi a dû, je dirais, avoir affaire à McCarthy, jugé, puisque Chaplin jugé comme étant marxiste. Bon, ça c'est encore un autre problème. Mais je vous invite à regarder les films de Chaplin et de regarder le contexte dans lequel le personnage de Charlot évolue. Vous comprendrez un petit peu quels étaient les éléments de l'époque. Alors, rappelez-vous, déjà en 29, lors de son discours d'investiture à la présidence des États-Unis, le 4 mars 1933, Franklin Roosevelt décrivit le New Deal, basé sur des théories de l'économiste Keynes, une certaine forme de libéralisme, mais tout en prenant bien entendu les intérêts des nations et la souveraineté, et également le respect des institutions, et je dirais des frontières. Et à l'opposé, nous avons bien entendu la théorie, je dirais, de Friedrich von Hayek, qui, moins dure et moins, je dirais, moins libérale quand même, de celle de son continuateur que fut Milton Friedman. Milton Friedman lui-même précisa à son époque que notre première tâche est de remettre les gens au travail et nous pouvons en venir à bout en faisant preuve de discernement et de courage, et je crois profondément que la seule chose dont nous devons avoir peur
et la peur elle-même. Bon. Derrière cette vision très optimiste et très réaliste finalement au fond, Roosevelt lance un vaste programme d'emploi dans les services publics afin de résorber le chômage. Cependant, ce que Roosevelt n'avait pas prévu, c'est que la crise durera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais après la guerre, tout a changé. Bien entendu, après cette catastrophe que fut la Seconde Guerre mondiale, à tout égard, l'architecture avait complètement changé et il fallait reconstruire et rebâtir. Alors, nous en arrivons au plan Marshall, plan que les États-Unis, pour aider la reconstruction de l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, plan bien entendu qui ne fut pas, je dirais, gratuit, exporte le modèle keynésien de la régulation et d'intervention de l'État en Europe. C'est ce que on a plus ou moins appelé les 30 glorieuses, et ce que Kluskar, maître à penser, a déterminé comme étant les 30 honteuses, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans, je dirais, les conséquences des 30 honteuses après les 30 glorieuses. Alors les économistes de Chicago, menés par Friedman, n'étaient absolument pas d'accord avec ce fonctionnement et engagèrent alors une guerre contre le New Deal. Et Friedman était je dirais, membre du groupe de la Société du Mont Pèlerin, dirigé par l'économiste autrichien Friedrich von Hayek. Et selon, je dirais, ce petit groupe, si l'État cessait de fournir des services et de réguler les marchés, l'économie se corrigerait d'elle-même. Oui. Alors, à cette époque, les idées de Keynes étaient populaires et depuis 30 ans, la tendance, bien entendu, soyons honnêtes, s'est complètement inversée. Et nous en avons aujourd'hui la triste réalité, la qualité je dirais, du gouvernement Macron. Alors, Friedman n'était pas en reste, n'était pas radin de cette théorie et de ces explications. Et selon Friedman, qui avait compris l'utilité des crises, seule une crise réelle ou supposée produit un vrai changement lorsqu'elle se produit, et les mesures prises dépendent des idées alors en vigueur. Rappelez-vous que Friedman a fait son premier test de laboratoire dans le Chili de Salvador Allende. Dans les années 50 et 60, les politiques progressistes mises en œuvre au Chili étaient un exemple pour les pays voisins. L'État investissait dans la santé, l'éducation, l'industrie. Les sociétés américaines commençaient bien entendu à s'inquiéter pour leur investissement, et dont certaines familles compradors n'avaient pas d'autre choix que s'en référer aux États-Unis. Alors le département d'État américain a alors réagi je dirais, en finançant les étudiants chiliens de cette prestigieuse université catholique de Santiago, et bien entendu afin qu'ils puissent venir étudier l'économie de marché auprès de Milton Friedman. Friedman lui-même se vantait qu'il ne voulait pas faire de conférence au Chili pour ne pas toucher de l'argent d'un service public. Alors il envoya Albolger qui sortit une plaquette qui s'appelait la drille, donc la brique, qui était un condensé de l'idéologie néolibérale de l'école de Chicago. Et une fois qu'ils retournaient, ces étudiants ensuite dans leur pays, ils ont enseigné à leur tour les théories apprises. En 70, le gouvernement socialiste, je dirais, d'Allende,
remporte les élections avec un programme de nationalisation des larges secteurs de l'économie et dont les sociétés américaines, Nixon, de l'époque président des États-Unis et de la CIA, n'ont pas eu d'autre choix pour garantir leurs intérêts de préparer un coup d'État militaire au Chili. N'oublions pas que l'Église catholique de l'époque aussi fut partie prenante par la position de l'Opus Dei et de Simone Balaguer. Donc, le facteur économique était effectivement, je dirais, essentiel, mais encadré également par la représentation religieuse. Bien que sous le régime de Pinochet, des religieuses ont payé le prix fort. Bon. Alors cela faisait 41 ans que les Chiliens vivaient dans une démocratie. Les jours qui suivirent le coup d'État virent 13 000 opposants arrêtés, condamnés, emprisonnés, comme ce que nous pouvons voir aujourd'hui chez les Gilets jaunes. Et les Chicago Boys, qui avaient médité un programme économique de 500 pages, la fameuse brique, la DRI, comme je l'ai bien cité, promis au dictateur Augusto Pinochet, je dirais, et celui-ci l'a appliqué, fin de contrôle des prix, privatisation bien entendu des entreprises publiques, suppression de taxes à l'importation et coupes budgétaires dans les dépenses publiques. Et plus tard, Friedman reconnut l'importance de l'expérience chilienne. Et ce fut un échec. En un an, l'inflation, il faut être honnête, l'inflation a explosé, la plus forte augmentation du monde. Je vous renvoie aux chiffres de l'époque qui sont encore consultables. Le programme économique de Friedman bénéficiait plus, je dirais, aux oligarques, ce qu'on a appelé à l'époque les fameuses dynasties compradors, ou qu'on pourrait, norme de classe, appeler les plus riches, au détriment bien entendu des plus pauvres. N'oublions pas, en 1976, Orlando Letelier, ministre des Affaires étrangères sous Allende, prisonnier sous Pinochet et exilé, bien entendu, aux États-Unis, écrivait: ce plan économique a dû être imposé par la force, et dans le contexte chilien, cela ne pouvait être obtenu que par l'assassinat de milliers de personnes et la mise en prison d'une multitude d'individus, l'arrestation, l'arbitraire, l'établissement bien entendu de camps spéciaux dans tout le pays et la détention de plus de 100 000 personnes en 3 ans afin de calmer le reste des individus qui seraient muets par une éventuelle révolte. Alors, Orlando Letelier est assassiné un an plus tard dans un attentat à la bombe orchestré par un agent du régime Pinochet, qui lui-même possédait la nationalité américaine et certains papiers quand il fut arrêté, membre de la CIA. Ce n'est pas un secret de polichinelle, puisque même aujourd'hui, sur le site de la CIA, les dossiers sont déclassés, donc on peut les consulter, et les services, je dirais, compétents vous donnent les informations sans pour autant qu'on pourrait appeler un complot ou un éventuel complot. Je me méfie du complot, donc je me fie sur des informations crédibles, des informations qui peuvent être, je dirais, exploitées par tout en commun et tout à chacun, pardon, et bien entendu des informations faisant aussi référence dans le domaine universitaire. Bon, ceci étant, bien entendu, n'oublions pas que Friedman reçoit, je dirais, pardon, le prix Nobel d'économie. Il affirma toujours, je dirais d'une façon martelée, que son modèle économique apporterait la liberté. Et finalement, au fond, Pinochet est resté au pouvoir 17 ans, dont Margaret Thatcher, qui était son amie, tiens, l'a soutenu jusqu'à, je dirais, sa condamnation, quand à un moment donné, le Chili a retrouvé la voie de la démocratie et a cherché un petit peu
régler ses problèmes avec le passé. Alors, les adeptes de Friedman étaient répartis un peu partout en Amérique latine, hein. Le 24 mars 1976, un putsch militaire mené par le général Videla renversa le gouvernement d'Isabel Perón en Argentine. Les Chicago Boys ont pu accéder à des postes très importants au sein du gouvernement militaire. Un an après le coup d'État, les salaires avaient perdu 40% de leur valeur, les usines fermaient, la pauvreté était endémique, se multipliait comme une épidémie, et comme au Chili, il fallut terroriser la population pour lui faire accepter ces mesures économiques. Je voudrais dire que le plus énorme dans l'histoire concernant le Chili, concernant l'Argentine, c'est que euh, l'Argentine a connu la banqueroute. Pourquoi? Parce que le gouvernement le gouvernement américain, qui avait prêté de l'argent à ces mêmes dictateurs, a demandé au peuple, qui lui-même en étant victime de ces dictateurs, demandé au peuple de rembourser les dépenses pharaoniques euh, et les dettes qu'ont contractées ces mêmes dictateurs. Donc, vous voyez le cynisme jusqu'où il peut porter. Alors, bien entendu, enseigner à l'école des Amériques de nombreuses techniques utilisées par une multitude de militaires chiliens et argentins leur avaient été enseignées à l'école des Amériques, dirigées par les États-Unis, viol, déshabillage, torture avec des objets pointus, euh, tirs à balles réelles dans des manifestations, briser les extrémités, crever les yeux, marquer au fer, et la junte argentine va aller jusqu'à tuer des femmes enceintes juste après leur accouchement et placer leurs bébés dans des familles vouées au régime afin de reconstruire une société plus saine, plus propre et tout entière. Alors Videla a été reconnu coupable des meurtres quand effectivement la phase libérale, parce qu'il faut bien comprendre qu'on nous parle de la dictature de Pinochet, mais le plus important, c'est de mettre les individus à la culture de l'économie de marché. Alors si cela se passe par des élections en transition tout à fait calmes, comme nous l'avons eu dans nos gouvernements successifs en France, c'est tant mieux. Si effectivement le système qui est en place est à l'opposé de cette dynamique, alors effectivement il n'y a pas d'autre choix que la dictature, ou quelque part les armes de la dictature utilisées par des démocraties modernes. Et là je vous renvoie au viol des foules par la propagande politique de Serge Chakotine, qui était un ouvrage incontournable. Bon, bien entendu, puisque le temps a rattrapé Videla et ses sbires, est reconnu coupable de meurtre et d'enlèvement, il fut condamné à la prison à perpétuité. Et quant à Pinochet, je dirais qu'il a arrêté, je dirais, lors d'une de ses visites à Londres, et Thatcher lui a apporté, bien entendu, tout son soutien. Maintenant, je voudrais en arriver effectivement à la grande braderie à l'Est. Rappelez-vous l'effondrement du mur de Berlin, qui fut pour énormément d'idiots et d'abrutis le triomphe de la démocratie et de la liberté, et finalement aujourd'hui n'a été que le lot d'une désorganisation complète, d'une mise en coupe de la plupart des services publics, privatisation à outrance des entreprises d'État, qui a eu pour conséquence, comme je prends par exemple le cas de la Moldavie, de faire d'un foyer sur deux une fille se prostituant dans des réseaux mafieux albano-turcs pour pouvoir nourrir leur famille. Et je ne parle pas du coup d'État orchestré par les Chicago Boys, par le biais du pantin ivrogne que fut Boris Yeltsin en 91 en Russie. Alors pour en revenir à l'effondrement du mur de Berlin, Thatcher qui a tout fait pour briser les syndicats, rappelez-vous, hein, dans son pays, rappelez-vous la fameuse grève d'une année des mineurs,
est allé en Pologne soutenir le syndicat Solidarność qui se battait contre, je dirais, le pouvoir, entre guillemets, de Jaruzelski, jugé comme étant pouvoir autoritaire et communiste, et dont, il faut être honnête, Jaruzelski n'était pas un despote. C'est un homme effacé et dont le système n'était pas vraiment... C'était pas le pire, ce n'était pas le régime d'Enver Hoxha ou de Nicolae Ceausescu. Bon, toujours est-il. Alors les manifestations menées par Solidarność se sont propagées dans les autres pays du bloc de l'Est, soutenues bien entendu par l'Église catholique, à l'époque Karol Wojtyła, lui-même d'origine polonaise, et pape actuel, contre la Pologne socialiste. Alors, habitués à réprimer les mouvements d'opposition démocratique, cela, il faut le reconnaître, les dirigeants soviétiques ont cette fois-ci laissé faire, puisque Gorbatchev lui-même n'avait pas l'intention de maintenir l'URSS. Alors Gorbatchev, à la tête de l'URSS, a laissé tomber les régimes communistes un à un, sans, je dirais, pipe et mot. Il a imaginé un nouveau régime à la place du communisme, proche d'une certaine forme de social-démocratie des pays scandinaves, c'est-à-dire à mi-chemin entre l'économie de marché capitaliste et le socialisme. Lui-même n'avait pas compris la volonté de ces soi-disant partenaires qui ne furent finalement que des adversaires. Alors, rappelez-vous, invité au G7 de 1991, il en attendait un soutien financier pour mener à bien, je dirais, ces lentes réformes économiques, malgré toutes les promesses que l'Occident a pu lui faire, tant qu'il était encore à la tête d'un empire fort. C'était à ce moment-là qu'on promettait tous les aides et les investissements. Mais une fois qu'il s'est détaché, qu'il a détruit le Comicom, démantelé le pacte de Varsovie, on lui a répondu qu'à moins de se lancer dans une thérapie radicale, donc une thérapie d'économie de marché sans négociation, les fameux 100 jours de l'économie de marché, d'une économie collectiviste à une économie de marché, quand on sait que pertinemment que tous les économistes aguerris savent que ce genre de transition violente crée automatiquement une déstabilisation complète de toute la structure, voire un effondrement, avec son lot bien entendu de pauvreté et de misère, alors, bien entendu, il n'a reçu aucune aide. Le mois suivant, une tentative de coup d'État éclate à Moscou. Gorbatchev est alors arrêté par des partisans de la ligne dure du Parti communiste qui voulait encore maintenir une certaine cohésion de l'URSS, puisque Poutine lui-même ou Medvedev reconnaissent effectivement que cela a été, je dirais, la plus grande catastrophe de ces dernières décennies. Alors n'oublions pas je dirais, cette ultime escarmouche de Boris Eltsine qui a siégé le Parlement russe, qui n'a pas hésité à le bombarder sous l'accord, puisque Eltsine n'était que le bras articulé de Clinton. Clinton n'était pas seulement derrière le bombardement serbe et l'écrasement de la Yougoslavie, mais également derrière le putsch ou le coup d'État en 91, novembre plus exactement, en Russie. C'est une des raisons pourquoi, effectivement, je trouve, à mon sens, lors des élections, les dernières élections, que Clinton fut largement plus dangereux, hein, que ce soit Clinton femme ou Clinton homme, plus dangereux que Donald Trump. Bon, cela est une autre histoire.
Alors l'Union soviétique fut, je dirais, officiellement dissoute. Le peuple fut déjà d'une part en état de choc, ensuite une misère terrible, un taux d'alcoolisme défrayant la chronique, des suicides chez les retraités, enfin un banditisme à tous azimuts, des ministres se faisant assassiner à tous les coins de rue, bref, une puissance exponentielle des mafias. Enfin, Helsinki avait désormais, d'une manière définitive, par le biais des Chicago Boys, la main sur l'économie de la Fédération nouvelle de la Russie, qu'on appelait également la CEI. Alors l'économie de marché fit son apparition dans le pays, ce fut le chaos total, les entreprises publiques furent bradées à des prix ridiculement bas, et cela vaut également pour des pays comme l'Ukraine, j'en reviendrai également sur Poroshenko et sa bande, sur le Maïdan, sur le bataillon Azov, sur le centre droit, mais cela fera partie effectivement d'une autre, je dirais, un autre explicatif. Alors revenons à cette fameuse théorie appliquée par Helsinki, et fut telle qu'en 92, me semble-t-il, la consommation moyenne avait chuté de 40% en un an, un tiers des Russes vivaient sous le seuil de la pauvreté, les salaires étaient versés avec des mois de retard, tant et si bien que les individus qui avaient conservé des petites maisonnettes, qu'on pouvait appeler des petites dachas, euh, faisaient pousser des tomates, des pommes de terre pour ne pas mourir de faim. À côté de cela, l'urbanisme se développait, les bâtiments se construisaient, on appliqua des politiques terribles pour virer les gens de chez eux, et les gens ne voulaient pas être, je dirais, réintroduits dans d'autres appartements, puisqu'ils voulaient conserver leurs petites maisonnettes, puisqu'elles avaient du terrain, et ce terrain leur permettait de pouvoir planter quelques légumes afin de ne pas mourir de faim, ce qu'ils ne pouvaient pas le faire, bien entendu, dans ces nouveaux lotissements. Alors la théorie, je dirais, et la thérapie appliquée par Helsinki, bien entendu, était, je dirais, préconisée par les Chicago Boys, surnom donné par la presse russe aux conseillers d'Helsinki. J'ai fait un audio sur le coup d'État, me semble-t-il, je ne me souviens plus du numéro précis de cette chronique, mais j'avais fait effectivement un audio concernant le coup d'État en novembre 91 en Russie. Alors, poursuivons. En mars 93, le Parlement abroge les pouvoirs spéciaux qu'il avait accordés à Helsinki. Celui-ci, bien entendu, décréta l'état d'urgence, mais la Cour constitutionnelle déclara sa décision illégale. Le 21 septembre, il fit dissoudre le Parlement, soutenu par les nations occidentales. 2 jours plus tard, les parlementaires votaient la destitution de Helsinki par 636 voix, me semble-t-il, contre 2. Des milliers de partisans des parlementaires se rassemblèrent devant la Maison-Blanche, nom donné au Parlement russe, qui fut la Douma, et marchèrent sur l'immeuble de la télévision. Helsinki interrompit ses vacances pour se rendre précipitamment à Moscou. Et cette nuit-là, les troupes d'Helsinki, je dirais, ont eu pour conséquence d'intervenir. Bon. Alors, une fois que j'ai effectivement posé cette, cette, cette union entre réforme violente et non négociable et mise en place de la structure d'un bras armé pour pouvoir mater le mécontentement, dans ces pays-là, il y a eu un concept de transition vers l'économie de marché. Or, dans notre système, l'économie de marché s'est mise en place, je dirais, plus vicieusement, plus intelligemment. Alors, même si les
2 ans de socialisme qu'il y a pu y avoir entre 80 et 82, même si nous pouvons considérer que est-ce qu'il y a eu un post-socialisme qui peut témoigner, je dirais, d'une approche normative et volontariste des problèmes de la transition? Eh ben, il repose sur la conviction que le point d'aboutissement sera finalement, au fond, la réussite à tous azimuts, quels que soient effectivement, je dirais, les dangers, y compris les sacrifices, où elle doit être pleinement élaborée. Et effectivement, nous en arrivons aujourd'hui. C'est une des raisons pourquoi je vais constater que beaucoup d'intellectuels russes à l'université de Moscou s'expriment un petit peu sur ce qui se passe en France. Poutine lui-même a été interrogé concernant ces événements, et cela lui a effectivement rappelé un petit peu toute je dirais, cette vision normative de la transformation systémique, hein, et dont effectivement cela devait permettre la constitution rapide d'un marché, selon lui, autorégulateur, occupant, je dirais, spontanément la place laissée par une certaine planification centralisée. Alors, même si aujourd'hui on n'est pas encore à l'heure du bilan, pour ce qu'il en est de la France, les choses sont tout à fait autres. C'est une des raisons pourquoi nous pouvons aujourd'hui considérer que la politique Macron, qui n'a plus rien à proposer, n'a pas d'autre choix que de respecter les engagements euh, qui ont été pris vis-à-vis effectivement des différentes structures. Et on ne peut pas comprendre cette politique sans effectivement savoir que ce gouvernement n'est pas réellement un gouvernement. Ce sont des économistes qui ont, je dirais, pris la cape de représentants politiques, mais qui ont un travail à faire. Et ce travail à faire, c'est de faire en sorte que la France soit pleinement obéissante sur la doxa économique de l'oligarchie. Et dont, bien entendu, tous les moyens sont bons. L'utilisation de l'islamisme, l'utilisation du LGBT, l'utilisation des bobos, des botras, des beaufrus, l'utilisation de toutes les structures, y compris du parisianisme, de toutes les structures qui puissent garantir la destruction d'une quelconque souveraineté de notre pays. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère ne pas avoir été trop long, et je vous ferai d'autres chroniques traitant plus ou moins de ce sujet, et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous.